Le Fonds du 11 janvier présente Esprit critique, es-tu là ? Une collection de 7 podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? 3e épisode, s'éduquer aux images. Avec le bal et Cartooning for Peace. Une image peut-être, pour vous, de cette journée du 11 janvier. Une évidence. Je n'avais jamais manifesté de ma vie. Marie-Stéphane Maradex, déléguée générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Je me suis rendue, comme ces millions de Français, place de la République, ce 11 janvier, avec certains de mes enfants et mon mari. Et l'image, c'est cette image de cette foule compacte, on ne pouvait pas bouger. Et pourtant, c'était évident que nous devions tous être là, solidaires, bienveillants les uns vers les autres. Ça n'a pas duré très longtemps, mais moi, cette image, c'est qu'à un moment donné, on ne pouvait plus avancer. Il a fallu faire marche arrière pour rentrer au bout de plusieurs heures passées en fraternité et en sororité. Et quand nous avons pris cette décision de rebrousser chemin, le chemin s'est ouvert. Après cette journée du 11, Marie-Stéphane Maradex, c'est un chemin qui s'ouvre, un chemin qu'il faut ouvrir avec cette interrogation. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide ? On se sent impuissant parce qu'on ne comprend pas. Je pense que ce qui s'est passé, c'est beaucoup d'incompréhension sur des fragilités sociales qui dépassent, je dirais, même le fait religieux. Et c'est vrai, quand j'ai reçu l'appel de Jean-Marie Destré de la Fondation Caritas, je crois que c'était dès le lendemain, là encore, c'était une évidence. On s'est dit, après tout, nous, Fondation, on travaille pour le bien commun, on travaille pour le vivre ensemble, pour le faire ensemble, on travaille pour au quotidien, et la Fondation Carasso, à travers en particulier notre axe autour de l'art citoyen, ce qui veut dire quand même quelque chose de fort. On était dans ce travail au quotidien. Donc, encore une fois, cette évidence de dire oui, je réponds à l'appel, bien sûr, après en avoir référé à ma présidente, et on n'a pas hésité l'espace d'une seconde, et on s'est dit on y va. Il y a un sujet à la Fondation Daniel et Nina Carasso qui vous intéresse beaucoup autour de cet art citoyen. C'est ce thème de l'éducation aux images. Pourquoi est-il important pour vous ? Nous sommes dans une société de l'image. Donc profusion d'images, confusion d'images, et sur des esprits plus jeunes qui sont en formation, complexité à comprendre, fake news, théorie du complot. Donc éducation aux images, oui, on éduque à l'image. On a effectivement soutenu différentes initiatives, alors bien entendu à travers le Fonds du 11 janvier, mais la Fondation Carasso avait déjà, en particulier à travers un projet exemplaire qui est porté par le BAL, la Fabrique du Regard, ce projet d'une plateforme numérique qui permettait de toucher Ercilia, donc qui permettait de toucher plus largement le travail remarquable de l'équipe du BAL qui était environnée autour de, on va dire, de Paris et de la région parisienne, et donc un outil qui permettait réellement d'accompagner les enseignants pour aider ces jeunes à s'y retrouver et à décrypter. Donc c'est un sujet qui est fondamental, plus que d'actualité, puisque c'est le quotidien de ces jeunes. Donc il faut les outiller parce que seuls, ils ne trouveront pas le chemin dans ce déluge d'images et de comprendre, non pas la vérité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, mais justement la complexité des vérités qui existent dans ce monde. Marie-Stéphane Maradex, on quitte vos bureaux ici, on quitte ce 8e arrondissement pour aller vers le 18e, là-bas, vers la place Clichy, qui abrite le bal. C'est eux qui vont mener le bal. Christine Vidal, comment s'appelle ce petit passage ici à 2 pas de la place Clichy dans le 18e arrondissement parisien où vous êtes niché, où vous avez campé, où le bal s'est ouvert ? Alors cette impasse s'appelle l'impasse de la Défense
Et dans cette impasse, au bout de cette impasse, vous avez un lieu qui s'appelle le bal, avec cette volonté de réfléchir, de découvrir des images qui fassent sens et qui nous permettent peut-être ou qui nous invitent à nous interroger sur notre situation aujourd'hui de contemporains, de citoyens. J'imagine que ce sont des questions qui rebondissent sur un public qui particulièrement tient à cœur, évidemment, au fond du 11 janvier, sont les jeunes, et puis qui vous tient à cœur ici au bal particulièrement, parce que dans cette structure qui est le bal, il y a cette dimension pédagogique, et il y a ce projet qui est consubstantiel à la naissance du bal. C'est cette fabrique du regard. Et c'est là, Christine Vidal, où vous intervenez, ça fait 10 ans que ça dure. Et puis, j'aime bien poser cette question de ce qu'est cette fabrique du regard en allant et en ouvrant cette porte vers l'exposition qui est en ce moment-là et qui attend tout le monde, parce que c'est les photos qui vont accueillir le regard des jeunes. C'est par là que tous les projets, il y en a 7 que vous portez pour les éduquer, c'est par là que ça commence. Oui, tout à fait. Lorsqu'on a créé le bal, on s'est dit que dans cette volonté d'interroger image et politique, image et esthétique, notre enjeu n'était pas uniquement de s'adresser à des amateurs de photographie, d'art contemporain, mais c'était de travailler avec les jeunes, et notamment, avec les plus jeunes donc, et notamment avec des jeunes qui considèrent que les lieux culturels ne sont pas faits pour eux, qu'ils n'ont pas leur place, c'est-à-dire essayer de faire comprendre, essayer de faire vivre cette aventure aux jeunes que par l'image, on peut interroger bien entendu son contexte, pourquoi elle a été faite, qu'est-ce qu'elle donne à voir, mais aussi s'interroger en tant que regardeur. Comprendre l'image, c'est aussi comprendre peut-être notre place dans la société, les enjeux qui sont aussi les nôtres lorsqu'on fait partie d'un groupe classe, un groupe de jeunes, un groupe d'une génération, un groupe dans la société. Et donc les jeunes peuvent découvrir les expositions du bal, mais ça ne s'arrête pas là. Sinon, ça s'appellerait pas la fabrique du regard. Ce sont des projets au long cours que l'on mène entre 20 et 110 heures d'atelier avec les jeunes, qui vont vivre plusieurs expériences d'analyse collective. Donc ça se passe également donc au bal, ça se passe dans des salles de cinéma où nous concevons des programmations spécifiques pour les jeunes avec lesquels nous travaillons cinématographiques, pour leur montrer sur une question. Cette année, on travaille sur imager, gestes. Et donc, les jeunes vont, comme ça, vivre des aventures de découverte d'images auxquelles ils sont peu confrontés. Et une fois qu'ils ont ouvert grand les possibilités de leur imagination, les possibilités justement de convoquer différents types d'images, différentes problématiques, ils vont travailler avec des artistes pour réaliser des films, des publications, des parcours en réalité augmentés. Il y a une place pour moi qui m'est réservée aujourd'hui, c'est presque un privilège, c'est de participer à un atelier avec l'une de vos artistes invités, justement, à les élaborer avec les enfants. C'est au lycée, au collège-lycée, la cité scolaire Henri Bergson, ça va se passer. Léa Neuville m'attend avec celle qui dirige ce programme, qui en a la charge, cette partie du programme de la Fabrique du Regard, qui s'appelle Mon Journal du Monde, avec Ève Escoffet-Miro, et participer, moi, à ce qui va là s'élaborer. Quand je dis que c'est une chance parce que c'est un émerveillement. Oui, c'est un émerveillement, mais c'est surtout aussi, vous allez toucher du doigt au cœur du réacteur, c'est-à-dire à voir comment se met en place les choses, comment les jeunes réagissent. Puisqu'on travaille sur l'image, Fahed, décris-moi ce que tu vois. Une cour, des bancs rouges, des bancs verts, des bancs violets, un réfectoire, des arbres, des tables de baby-foot, un grand bâtiment, des espèces de tables en rang, un sol bleu, des cages de foot, des paniers de basket, des personnes qui passent entre cette cour, cette géante cour. Parce que Léa Neuville, bonjour, il y a 2 classes ici finalement.
Alors, en ce moment, il y a une classe, c'est la classe de UPE2A, donc c'est une classe de primo-arrivants, d'élèves qui sont étrangers. Et vendredi, on a travaillé avec des élèves de 4e. Les deux groupes se sont mélangés. Comment est née l'idée, Léa Neuville, puisque c'est vous un peu la grande ordonnatrice ici, vous la vidéaste, la photographe, l'artiste, de ces gestes et de la mémoire de cette thématique auquel ils sont invités, ces deux classes, à travailler ensemble. Et ça, vous insistez beaucoup sur ce travail commun. Alors, il y a d'abord la thématique qui a été proposée par le BAL. Et il se trouve que moi, je travaille sur la mémoire affective et la mémoire familiale, donc, qui est au cœur de, enfin, les transmissions qui se font des affects familialement. Ce qui est très intéressant, c'est que pour ces élèves-là qui sont étrangers, comme on est en train d'apprendre le français, on se repose beaucoup sur les gestes pour accompagner l'apprentissage aussi. Et voilà. Et au niveau des 4e, c'était essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus pousser sur plus l'histoire d'un geste et les faire travailler sur le récit. Les gestes et puis les images, en fait, ce sont deux langages, deux langues universelles. Absolument. Et on se rend compte qu'il y a une communication qui peut se faire, peu importe finalement la langue d'origine ou l'origine, la nationalité. Enfin, il y a un point de rencontre qui dépasse ces différences-là et qui se met en commun. Mais c'était aussi intéressant de se détacher, de voir le lien entre visuel, son, parole, geste, mouvement, corps, tout ça, comment ça se connecte, mais comment en fait ça fonctionne parce que c'est tous ensemble et que ça demande aussi un peu de précision quand on en enlève un. C'est-à-dire quand on n'a pas l'image, comment on fait pour décrire avec des mots ou avec son corps. Et là, on en est où? On va pas interrompre plus longtemps, puisque finalement, c'est le début de l'atelier. On est presque en fin de parcours. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est du long terme. Oui, ça a duré 10 jours. Là, c'est 15 jours même, c'est le dernier cours. Et la dernière séance, on était en train de regarder les images de danse qui ont été faites collectivement, qui a été un des points de rencontre de la classe de 4e et de la classe de UP2A. Et je voulais juste qu'on reprenne un peu là où on s'était arrêté vendredi. Et ensuite, ils vont continuer leur classement par émotion. Il y a 4 groupes qui se sont occupés d'une émotion et qui doivent répertorier ces images. Voilà, on est dans le moment du classement et du répertoire de tout l'ensemble des créations. On peut être ensemble. On va continuer rapidement de regarder les images de vendredi, puis après on passe à la... Et donc vous êtes sur quelle émotion? La joie. Et donc j'aimerais bien que vous l'écriviez en français. Qu'est-ce qu'on avait dit comme quelle écriture d'autre? Ouais, Maroc. Oui, marocain. Et anglais, on avait travaillé sur français, anglais. Et après, vous pouvez faire arabe, russe. D'accord? Moi aussi arabe. Et alors, vous pouvez soit le faire sur le papier blanc comme ça, Chine. avec de l'encre de Chine. Et sinon, comment ça s'appelle ce papier, vous vous souvenez? Je vous l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Et donc sinon, vous pouvez le faire sur le papier calque, parce que c'est quoi sa particularité du papier calque? Fayed, quel mot tu utiliserais pour décrire ce projet? Intéressant. Très intéressant même, si on peut en utiliser 2. Intéressant parce que déjà, je remercierai jamais assez les personnes qui viennent d'en dehors du collège pour justement nous rapprocher entre les élèves de 4e 1 et les élèves de UPE2A. C'est-à-dire que, si je comprends bien, le fait que vous ayez été réunis sur le même projet, ça vous a permis de vous rencontrer, alors que dans la cour de récréation qu'on vient de décrire, là, vous auriez peut-être pas eu cette opportunité-là. Effectivement, les élèves de UPE2A, de classe d'accueil, c'est vrai qu'ils sont un peu entre eux, d'après ce que je vois. Mais c'est bien parce que dans ce projet, on est mélangés, on parle ensemble. Par exemple, vendredi dernier, on est allé dans la salle polyvalente, on a fait une chorégraphie. Au début, on n'était que les 4e 1. Et puis, ils ont intégré dans les groupes des élèves de UPE2A et c'était cool, c'était bien, si on peut dire ce mot. Toi, Mohamed, t'as bougé ton corps avec Fernando, le chorégraphe? Ouais.
Oui. Et qu'est-ce qu'il t'a appris? Bah, en fait, il m'a appris à plutôt, si on peut dire, écouter mon cœur. Voilà, si on peut dire ça. C'est-à-dire, ça dépend les chorégraphies. On va dire une chorégraphie avec une musique. Bah, en fait, nos oreilles, ils entendent la musique. Et on laisse notre corps agir comme il veut, à son plein gré. Qu'est-ce qui t'a plu le plus dans cet exercice? De danse, pouvoir apprendre quelque chose. C'est-à-dire par exemple danser pour exprimer quelque chose ou bien... Vivre bien ensemble. Oui voilà, le vivre ensemble. C'est ça. Dans ce projet, je pense le plus intéressant c'est le vivre ensemble comme vous l'avez dit. Mais on vous apprend aussi à comprendre, à décrypter un autre langage, c'est celui de l'image. Une image, c'est quelque chose il faut s'éduquer pour essayer de comprendre son utilisation, sa fabrication, sa diffusion. Oui, c'est bien ça. Quand vous parlez d'image, en fait, à travers une image, on peut découvrir plusieurs choses. Comme à travers une image d'une personne en colère, on peut essayer de comprendre pourquoi il est en colère et qu'est-ce qu'il va faire. Voilà. Donc c'est très important de bien analyser les images. Voilà. Et parce que c'est aussi, ça peut aussi être, on peut aussi faire, on va dire, un geste de colère. On peut aussi être en colère. Donc bien analyser notre degré de colère comparé aux gens. Ça s'appelle aussi, d'une certaine manière, essayer de comprendre ce que veut dire l'esprit critique. Et ce qui se passe dans ces murs avec cet atelier qui est organisé par le BAL, avec cette fabrique du regard, c'est que on voit arriver quelque chose qui est l'espoir, qui est la joie, qui est le talent, qui est... La solidarité. Le vivre ensemble. J'ai une question piège, Christine Vidal. Est-ce qu'il y a un moment, dans ces 10 années de fabrique du regard, où l'émerveillement a été tel que vous aviez même du mal à le concevoir, ou en tout cas avoir imaginé, être capable de le voir apparaître de cette forme-là? Moi, je ne parlerai pas d'émerveillement parce que là, encore une fois, ça serait le rapport un peu presque béat aux jeunes. Pas du tout. C'est pas l'émerveillement, c'est le fait que les jeunes ont tous, quelle que soit leur situation, leurs difficultés, leur espoir, leur désir, ils ont tous quelque chose à dire et à nous dire. Ce sont des jeunes qui ont tous un point de vue extrêmement pertinent sur les choses. La difficulté, c'est que souvent, il manque un contexte où cette parole peut s'élaborer, jaillir, comme jaillir tout d'un coup et faire presque boule de neige. Vous êtes en train de devenir des artistes? Non. Pourquoi non? Je sais pas. C'est pas quelque chose que t'aimerais? Regardez, donc on va plonger le papier dans l'eau et on imbibe, c'est-à-dire que tu vois, je mets les mains pour que le papier il prenne de l'eau, ok? Ève Escoffet-Miro, il y a le petit Ramasse là, qui parle 5 langues, le russe, le géorgien, je ne sais plus lesquels encore, et très bien le français d'ailleurs déjà. À la question absolument stupide que je lui posais s'il avait l'impression qu'il allait devenir un artiste, il m'a répondu non. Il a raison, c'est pas ça le propos. Non, mais le propos, c'est vraiment de leur permettre de participer à un projet de création. Donc après, ils peuvent devenir artistes. Ça peut être une première... certains pourront peut-être devenir danseurs. C'est vrai que lors de l'intervention de Fernando, je crois que c'était Toussaint, justement, qui disait que lui, il avait envie de devenir danseur. Donc le fait d'approcher des métiers artistiques, ça peut donner des envies, mais ça peut aussi surtout ouvrir le champ des possibles. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent se sentir fiers de créer quelque chose, de participer à un travail collectif et d'échanger ensemble à travers ce projet de création. Waouh, vous avez même exposé pendant mon absence. C'est hyper beau. Enfin, ça, c'est ce que j'en pense moi. Je suis très fière de vous, franchement. Waouh.
On va prendre le temps d'en discuter tous ensemble, parce que je pense que ça vaut le coup de s'arrêter un moment et de regarder ensemble tout ce que vous avez fait. C'est hyper beau, hein. On en a vu des choses. Waouh. Aboubacar, c'est pas mal ça. Ouais, c'est très joli. T'es content de toi là. Ouais, merci. De regarder ce que vous avez fait, c'est super, hein. Et voilà. Et après, on a créé les mots joie, la joie, et en arabe et chinois et georgien. Et là, ce qu'on voit, il y a les mains de Ryan, il fait bravo. Il applaudit. On a fabriqué 3 là-bas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bah écoute, je suis ravie. Merci. Et ce que j'ai essayé de dire, c'est que ce que je trouve très fort, c'est que vous avez chacun, on a fait exactement le même projet quand même. Vous avez tous fait les mêmes étapes. Et est-ce que vous avez fait les mêmes images ? Non. Non. Et alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous n'avez pas fait les mêmes images, mais notamment, ce que j'ai essayé de dire là, c'est que vous n'avez pas travaillé sur les mêmes émotions. Non. Parce que et quand il y a la joie, ça veut dire que tu es content. Non. Mais quand tu as la peur, ça veut dire que tu as peur, tu veux pas quoi, tu veux pas tu veux plus voir tes peurs. On a donné des idées si c'est bien ou pas. C'est pour cela qu'on a fait comme ça. On l'a bien représenté. C'est ça qui me plaît le plus. Vous avez réussi à exprimer la peur comme ça ? Ouais, quelque chose comme ça. Parce que là, quand tu as peur, c'est-à-dire tu as quelque chose qui manque en toi. C'est bon ? Ouais. Ouais, c'est bon. Bravo. Allez, Sonny, ouais. Je vous remercie et je t'aime. C'est très gentil. Nous aussi, on te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. En tout cas, moi, je ne savais pas tout ce qui c'était gestes. Moi, je ne savais pas tout. C'est toi qui m'as appris à faire des gestes, tu vois. Alors, en tout cas, je te remercie beaucoup. Au revoir. Esprit critique, es-tu là ? 3e épisode. S'éduquer aux images. Seconde partie. Second mouvement. Départ vers Cartooning for Peace. Rendez-vous avec Monsieur Kak, son tout nouveau président ayant succédé au dessinateur du monde Plantu. Plantu qui avait créé Cartooning for Peace avec Kofi Annan, alors à la tête des Nations Unies. C'était en 2006. On est juste un an après environ la publication des fameuses caricatures du prophète, un ensemble de dessins sur la thématique de l'islam. Donc on s'en souvient, ça vient des Danois. Il y a un numéro spécial qui en fait est fait au départ presque de manière potache pour répondre à un éditeur qui disait de toute façon moi j'avais envie d'avoir 1 ou 2 dessins sur telle thématique, l'islam, et personne ne veut en faire. Et donc du coup, personne ne veut en faire parce que c'est dangereux, parce que déjà à l'époque on se disait... Hein, et donc, ils disent, on va faire un numéro spécial, on va vous prouver que si, on peut, nous les Danois, donc ils le font. Et puis, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais certains de ces dessins ont été sortis du contexte, qui était un contexte satirique, moqueur, caricatural. Ils ont été sortis du contexte et ont provoqué, dans des pays musulmans, des émeutes, où il y a même eu des morts, plusieurs centaines de morts, et le climat international s'est enflammé, donc il y a eu toute une polémique, c'est monté au niveau diplomatique, et là-dessus, vague de solidarité de la presse européenne, dans laquelle il y avait Charlie, d'ailleurs en France on vocalise sur Charlie, mais il y avait d'autres titres français, dont Libé, il me semble, à l'époque, qui avaient publié les mêmes caricatures pour dire non, nous on est solidaires, ça c'est la liberté d'expression, on les aurait peut-être pas nous publiés dans notre ligne éditoriale, mais là par solidarité, il faut montrer que ceux qui souhaitent publier ce genre de dessin peuvent le faire. Et donc, émoi international, ça monte au niveau diplomatique. Il y a, avec Plantu et Kofi Annan, se rencontrent dans une discussion sur ce sujet, justement. Et à partir de là, Kofi Annan dit qu'il ne faut pas en rester à une rencontre, une conférence. Il faut continuer, il faut faire quelque chose. Et Jean décide de créer Cartooning for Peace.
Parce qu'après, pendant 16 ans, Plantu part avec son petit stylo sur le dos, comme s'il fallait l'affirmer partout, sur ce combat. Et vous voyez évoluer, vous, en tant que dessinateur, Cac, avant de prendre cette responsabilité, de lui succéder, toute une série de débats, plus ou moins contradictoires, mais surtout un climat qui ne se calme pas. Non, alors c'est quelque chose que je trouve assez paradoxal. Effectivement, d'abord on a donc une période de 10 ans pendant laquelle Cartooning for Peace met en place son travail sous plusieurs axes. L'objectif, c'est la liberté de la parole, l'acceptation des opinions différentes, et donc finalement le vivre ensemble. Au niveau international, c'est un objectif assez dingue pour une petite association, basée à Paris mais internationale, qui aujourd'hui rassemble 200 dessinateurs du monde entier. Et donc d'entrée de jeu, on a déjà tous les axes qui sont aujourd'hui nos axes de travail, dès le départ de l'association. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Il faut mettre en avant le dessin de presse. Alors c'est à travers le dessin de presse, c'est la particularité de Cartooning for Peace. C'est pas la liberté d'expression en général, la vivance en général, c'est par le dessin de presse, donc le promouvoir, accompagner les dessinateurs de chacun dans leur pays pour qu'ils puissent, du plus possible, être libres de s'exprimer. On a la promotion du dessin de presse en tant que travail. On a la pédagogie, c'est-à-dire utiliser ce support qui a l'avantage, notamment pour les jeunes, d'être plus lisible. C'est du dessin, c'est une image. Plus facile qu'un texte à faire appréhender par des jeunes. Ça peut être universel, il y a beaucoup de dessins de presse, il n'y a même pas de bulle. Donc là, vous pouvez vraiment, même à l'étranger, il n'y a plus de question de traduction. Utiliser ce support pour faire s'exprimer les jeunes, les détenus, on va aussi dans des prisons. Les faire s'exprimer sur le sujet qu'on va leur faire traiter, mais le but derrière ça, c'est libérer la parole, être capable d'écouter des opinions différentes, c'est tout ce qu'on fait. Donc la pédagogie, qui est un volet absolument central de ce qu'on fait nous, en France et dans le monde, et la protection, on va dire, le plaidoyer, c'est-à-dire la défense des dessinateurs qui, ce qui n'est pas tout à fait notre cas dans les démocraties, eux sont en danger, mais à des niveaux de danger autres que se faire menacer de mort, ce qui est déjà pas mal, ce qui peut nous arriver en France. Mais eux, ils sont à des niveaux de danger où les mecs disparaissent. C'est-à-dire, tout d'un coup, on n'a plus de nouvelles, et puis on apprend qu'ils sont incarcérés, au mieux, que leur matériel a été confisqué, qu'ils ne peuvent plus travailler, certains doivent s'exiler. Et donc, nous, on suit ces dossiers-là. Il y a d'autres associations humanitaires qui sont en charge d'accompagner ces réfugiés politiques quand ils quittent leur pays. Mais Cartooning, pour ce qui est des dessinateurs de presse, accompagne aussi ce mouvement. Et donc, dès le départ, si vous voulez, il y a l'ensemble de ces actions, mais je dirais que l'échelle a été complètement modifiée à partir des attentats de Charlie Hebdo, puisque là, évidemment, la problématique des caricatures de Mahomet de 10 ans avant, c'était quand même progressivement essoufflé, on va dire. Et bien entendu, les massacres relancent complètement ce débat, que ce soit au niveau français ou au niveau mondial. Eh bien, on l'a bien vu en France, pendant plusieurs mois, on a parlé laïcité, islam et république, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et donc, bien entendu, malheureusement, toujours sous le tropisme des relations entre l'islam et la liberté d'expression, finalement, c'est-à-dire qu'on a tendance à focaliser là-dessus. Les activités de cartooning se sont démultipliées parce que le nombre de sollicitations a considérablement augmenté, que ce soit des établissements scolaires, que ce soit des lieux de détention, que ce soit de tous les endroits dans le monde où on voulait parler de ces sujets, où vous avez une association de référence pour ce qui est du dessin de presse, qui est Cartooning for Peace, en tout cas au niveau international, qui donc appelait à venir s'exprimer, participer, former des dessinateurs, à faire des ateliers, à intervenir en conférence, etc. Cac, Monsieur le Président, on quitte les locaux du 9e arrondissement pour aller à Auxerre, rejoindre Mikaya, l'un des quelques 200 dessinateurs qui participent à Cartooning for Peace. Vous êtes arrivé à Auxerre, terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Ça peut commencer par Béatrice Flandrin, par un accueil sur un quai de gare. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien. Parce que moi j'arrive un peu en retard, mais Mikaya est déjà là. Oui, c'est ça. Il a déjà fait une intervention auprès de 2 classes de seconde bac pro. Et cet après-midi, les CAP. Vous pilotez, Béatrice Flandrin, en tant que CDI, responsable là-bas de ce département un peu essentiel dans ces ateliers. Vous pilotez un projet que vous aimez bien. Oui, c'est un projet qui rentre dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information, donc l'EMI, dans lequel on fait découvrir, parce que c'est vraiment une découverte pour les élèves, le métier de dessinateur de presse et les difficultés du métier de dessinateur de presse. Donc Mikaya est un excellent témoin de ce métier et de cette profession. Et quand vous le dites d'autant plus facilement que ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec lui. Oui, c'est la 3e année qu'il revient au lycée. Son intervention est vraiment marquante parce que les élèves qui l'ont vu l'an dernier, quand ils le recroisent dans les couloirs là, viennent le saluer et le suivent souvent après sur les réseaux sociaux et ils continuent à le suivre. Voilà. On a rendez-vous à la cantine ? C'est ça.
on va aller manger. C'était quoi aujourd'hui au menu? Du poisson pané et de la purée. C'était bon? Bof, hein. Il y a ceux qui sont à la cantine, là, en train de finir leur repas, Mikaya. Poisson pané aujourd'hui et cuisse de poulet. Cuisse de poulet, ça a été cuisse de poulet pour moi. Et vous êtes que de visite ici, hein, qu'on le se dise. Ah bah, je suis de visite. Oui, bah, comme je suis né en Tunisie, justement, j'ai beaucoup mangé de poisson et très peu de panure, c'était ça. Donc je suis un peu nostalgique du bon poisson. Et puis on est dans la salle où les profs se réunissent pour manger, donc on est en compagnie de 4 professeurs autour de nous. C'est un milieu que vous arrivez aujourd'hui peut-être mieux encore à comprendre, surtout au niveau des enjeux, puisque c'est ça qui vous réunit finalement. Il y a 5 ans de ça, est arrivé une chose qui a changé définitivement le cours du dessin de presse, c'est les attentats de Charlie. Parce que là, des gens sont morts en plein cœur de Paris. Et là, ça a changé un peu la donne sur plein d'aspects. Et entre autres, sur un aspect, c'est qu'à un moment donné, au bout de quelques temps, l'éducation nationale s'est tournée vers Cartooning for Peace en demandant, voilà, est-ce qu'il y aurait des dessinateurs qui accepteraient, en plus de leur travail, de venir un petit peu faire de pédagogie avec les élèves, essayer de rentrer en contact avec eux et de discuter. Et on a été un peu de façon empirique là. Et depuis 5 ans, voilà, certains dessinateurs acceptent de le faire, dont moi, parce que c'est très important. Et en même temps, c'est passionnant parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande et il y a aussi beaucoup de questions. Et effectivement, notre travail est d'essayer un petit peu d'interroger, de voir, de connaître ce qu'ils pensent de tout ça. Messieurs, dames, ici, à cette table, à l'heure du café, dans cette cantine de ce groupe scolaire de Saint-Joseph-la-Salle, qui veut me dire pourquoi c'est important, pourquoi cette présence de Mikaya ici dans vos murs est importante? Petit tour de table. Oui, c'est important que Mikaya soit là ou d'autres dessinateurs de presse. Moi qui travaille en art appliqué, je suis contente justement d'avoir un professionnel face aux élèves et qu'il puisse parler avec eux et échanger avec eux et qu'il exprime son point de vue, qu'eux expriment le leur. Alors effectivement, c'est important. Moi, je parlerai plus pour de devoirs de mémoire. Nos jeunes avaient 10 ans quand ça s'est passé. Et je pense que c'est important de leur rappeler et que ça ne se reproduise pas dans le futur. Pour moi, c'est important que Mikaya soit là parce qu'il aborde des notions qu'on n'aborde pas forcément dans les cours. Ça leur ouvre l'esprit, effectivement. Et j'aime bien la façon qu'a Mikaya d'amener les élèves à réfléchir, à avoir un esprit critique sur certaines choses. Alors moi, dans le cadre du cours de français et d'histoire géo, c'est important pour l'éveil des consciences. Et puis que Mikaya revienne, c'est aussi un beau geste de confiance et qu'il aime bien parler. Et il voit dans les yeux des élèves des yeux qui brillent. Et ça fait toujours tout de suite écho quand il parle de citoyenneté, etc. Et c'est exactement ce que nous, on essaye de faire dans nos cours, que ce soit en français ou en histoire géo. Et placer l'humain au centre de tout, peut-être. Exactement. On va où, là, Mikaya? Il y a un autre atelier qui va démarrer, c'est parfait. Et justement, pour rebondir à ce qui a été dit, et j'ai aussi un avantage, c'est que moi, je ne suis pas un professeur, je suis un dessinateur de presse, je n'ai pas d'abord de devoir de réserve. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur opinion, et je réagis en fonction de leur opinion. Je ne suis pas donneur de leçons, je suis juste en train d'essayer de jauger à quel niveau ils sont et de leur rappeler quelques fondamentaux. Donc, on va aller de ce pas continuer ce beau travail et ces rencontres qui sont enrichissantes d'ailleurs pour tout le monde. On y va, on vous suit. Bon, on commence alors? Oui, alors donc dans le cadre du cours de français, l'éducation aux médias, on a commencé à voir les différents circuits de l'information, on va voir différents pans du journalisme et dans la manière de s'informer, il y a aussi le dessin de presse. Et comme depuis 3 ans, j'ai la chance d'avoir un ami qui revient et qui vient à Saint-Joseph-la-Salle, voilà, parce que ça lui plaît et que les élèves sont sympas et sont éveillés. Eh bien, il revient encore cette année pour vous présenter son métier
les conditions dans lesquelles il exerce ce métier, et puis parler aussi de Charlie Hebdo, forcément. Il y a 5 ans, vous aviez quel âge ? 10 ans, 11 ans, voilà. Donc aujourd'hui, vous n'avez certainement pas la même perception de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Et donc, on va essayer de voir tout ça avec Mikaya, qui va aussi vous montrer ses talents de dessinateur. Bonjour. Écoutez, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Bon, comme ça vient d'être dit, je suis dessinateur de presse, je m'appelle Mikaya, et on va passer un petit moment ensemble. Ce qui m'intéresse, franchement, moi je me connais, c'est un peu de mieux vous connaître vous, donc d'échanger. Et je voudrais bien que vous vous sentiez à l'aise. Donc moi je ne fais pas une interro, je ne suis pas un professeur. Voilà, c'est tout à fait amicalement et je suis là et j'aimerais bien qu'on échange. Voilà. Donc, à tout moment, vous pouvez poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, convoquer de plus profond quand on est dessinateur de presse et qu'on va s'adresser à des jeunes pousses ? Ce qui est passionnant en ce moment dans l'évolution de ce travail de pédagogie sur la liberté d'expression, le vivre ensemble en direction des jeunes, c'est qu'évidemment, eux, ils sont nés dans un monde numérique qui est à la fois riche de promesses complètement inouïes en matière d'échanges, de rencontres, de gens du monde entier auxquels on peut montrer nos œuvres, qui vont les découvrir. Eh bien, on dit souvent un grand pouvoir, grande responsabilité, c'est exactement le principe du monde numérique, c'est-à-dire que vient avec cet océan de merveilles, vient aussi des tempêtes de conflits, d'informations tronquées. C'est-à-dire que ce monde qui nous permet à la fois d'avoir accès au savoir universel, nous permet d'avoir aussi accès au bidonnage universel, si vous voulez. Et donc vous avez, nous, par rapport à ces jeunes, on a ce premier travail, mine de rien, qui au départ n'est pas forcément le fondement de l'association, qui est de leur dire, mais décrypter une information, c'est quoi ? Donc nous, on leur apprend par le dessin. Alors, le dessin provoque une première impression, mais parfois, quand vous travaillez sur le dessin, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être 2, 3 autres choses à comprendre dans ce dessin. Donc on leur apprend ça. Comment traiter une information ? Et puis, la deuxième chose qui est, on devrait, à partir du moment où on a accès à toutes les opinions du monde, se dire, du coup, on est très habitué maintenant à savoir qu'il y a tel groupe de personnes qui pensent plutôt ci, plutôt ça. Mais non, on l'a vu, avec le fonctionnement des algorithmes, on est tous progressivement en train de s'enfermer dans des bulles de contact, nos réseaux, qui finalement pensent à peu près tous comme nous. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gens... On se rend compte qu'on pense même qu'on est majoritaire. Tout le monde pense comme nous, finalement. On se dit, c'est génial, en fait, tout le monde partage mes idées. Puis alors, du coup, on a du mal à comprendre pourquoi le monde ne fonctionne pas en ce moment. On a du mal à comprendre le résultat des élections. Et puis, en fait, c'est parce que chacun de ces groupes est enfermé dans sa propre bulle. Et quand il est confronté à une opinion qui diverge, il va absolument plus la tolérer. Donc, finalement, la multiplication des opinions disponibles n'a pas fonctionné, en tout cas pour ce qui est de notre niveau de tolérance. On a tendance à se braquer de plus en plus, alors c'est pas vrai de tous les internautes, mais c'est vrai d'une partie d'entre eux qui vont se braquer extrêmement violemment dès qu'une opinion ne correspond plus, et c'est pas juste qu'ils vont contredire, c'est qu'ils voudraient bannir cette opinion, c'est-à-dire qu'ils voudraient qu'elle ne soit plus présente du tout. C'est de la censure provoquée par, je dirais, les citoyens eux-mêmes, en fait. Et donc c'est un travail qu'on doit vraiment faire auprès des jeunes, c'est de leur dire... Il y aura toujours, sur une planète de 7 milliards, demain 8, 9, 10 milliards d'habitants, il y aura toujours toutes les opinions qui seront disponibles, donc forcément des opinions qui seront opposées aux tiennes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment cette personne arrive à cette opinion, le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à cette opinion, parce que si tu comprends ça, bon, éventuellement tu as une petite chance de la faire changer d'avis, mais même si tu ne peux pas la faire changer d'avis, au moins tu as compris le cheminement qu'elle a fait, et tu vas mieux accepter comment des opinions différentes se forgent, et comment la tienne et la sienne vont pouvoir être compatibles pour créer un vivre ensemble. Et en ce moment, c'est pas tellement l'ambiance. En ce moment, l'ambiance, c'est vraiment qu'il faut avoir une opinion blanche ou noire. C'est très basique. Il faut forcément être dans l'un des deux camps. Et c'est incompatible. L'une des deux devra disparaître. Cabu fait ce dessin, qui lui a valu la mort. Le titre, Mahomet débordé par les intégristes. On voit Mahomet qui se prend la tête dans les mains. C'est dur d'être aimé par des cons. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ils pensent que ceux qui se font sauter, ils agissent pas correctement, en fait. C'est pas ça, la religion. Petite question, est-ce que là, Cabu est en train de traiter les musulmans de cons ? Non, seulement les extrémistes, enfin les intégristes, du coup. Comment on sait que c'est les intégristes, simplement ?
Parce que c'est marqué dans le titre. Ben oui. Vous savez le nombre de personnes à qui je montre ça et qui disent « Monsieur, regardez, ils traitent les musulmans de cons !» Ils vont pas jusqu'au bout des choses. C'est juste les islamistes. Eh oui. Si Cabu avait écrit « Mahomet débordé par les musulmans, que c'est dur d'être aimé par des cons », là, par contre, et là, bien sûr, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'a voulu dire Cabu? Et d'ailleurs, la majorité des dessinateurs qui ont fait des dessins où on a représenté Mahomet, c'était pour dire, soyons réalistes, en plus quand on connaît un peu, même si on peut discuter, mais enfin globalement, il y a des versets, des sourates en tout cas dans le Coran qui vous disent si on tue un homme, on tue l'humanité. Donc c'est une chose très importante. Là, ce que dit Cabu en réalité, vous imaginez? Il dit mais c'est pas des vrais musulmans qui font ça. Ils se servent de la religion musulmane pour faire des choses qui sont incroyablement horribles. Donc là, il est plutôt en train de rendre hommage justement à qui? Cabu, en traitant les intégristes de cons, il rend hommage à qui? À ceux qui adorent Mahomet, c'est-à-dire aux musulmans. Est-ce que c'est un dessin contre les musulmans? Bah non. Bah non, c'est très clair. Hein. Point de vue de toi, Déborah. Point de vue de toi, Théo, sur cette intervention de Mickaëa là qui est en face de nous. Avoir un dessinateur de presse, alors que les dessins de presse, manifestement, vous avez tous dit à un moment donné quand il a demandé que vous en lisiez pas, enfin que vous les regardiez pas, que c'était pas ça qui était dans vos mains, les journaux, tout ça, c'est plus ça. Ça représentait quoi? Bah, c'était beaucoup instructif. Mais instructif, ça veut dire que vous avez appris des choses. Oui, on a appris des choses parce que je pense qu'avec ce qui s'est passé par rapport au dessinateur, par rapport à ses amis, je pense que il aurait pu avoir un autre point de vue et arrêter de dessiner, alors que il s'est combattu, il a lutté contre ça, je pense, et il a quand même continué à poursuivre ses rêves, je pense. Ses rêves, on a l'impression aujourd'hui que ses rêves, c'est cette passion qu'il avait, depuis l'âge de 12 ans, quand il était là-bas en Tunisie, il aimait dessiner. Ses rêves aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu aussi un combat. Bah oui, parce qu'en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité, donc là, les attaques terroristes, de montrer qu'il n'a pas peur de lutter contre l'oppression et qui montre comme ça que lui, en tant que dessinateur, il se laisse pas faire et qu'il est prêt à dessiner, continuer à vivre ses rêves. Et ça peut aider aussi les gens dans la vie quotidienne à ne pas se laisser faire et puis à eux aussi montrer et à dire ce qu'ils ont envie de dire ou penser ce qu'ils ont envie de penser. L'une des choses les plus importantes dans ce combat que vous menez ici aussi un peu, puisqu'on peut utiliser ce mot-là de combat, CAC, question toujours au président de Cartooning for Peace que vous êtes devenu, c'est que l'esprit critique triomphe. Ça, c'est fondamental. L'esprit critique, c'est pour moi le fruit, l'accomplissement de la liberté d'expression et, avant elle, ou en même temps qu'elle, plus exactement, de la liberté de s'informer. Et je pense que la liberté de s'informer et la liberté de s'exprimer vous permettent de construire un esprit critique. L'esprit critique ne veut pas dire qu'on va tout critiquer, bien entendu, il y a souvent un petit malentendu là-dessus. L'esprit critique, c'est la capacité, avec des informations qu'on a emmagasinées, d'analyser soi-même un sujet et de former sa propre opinion de façon indépendante. C'est ça, c'est l'indépendance d'opinion. Et ça repose sur quoi? Liberté de s'informer, c'est-à-dire de s'éduquer et d'avoir accès à une information fiable, et liberté de s'exprimer, bien entendu, c'est-à-dire une fois qu'on a digéré cette information, de donner son point de vue. Et pourquoi c'est fondamental? Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des libertés qui viennent avant les autres en termes d'importance. C'est-à-dire que ce sont les mères des libertés. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas accès à ça, c'est-à-dire une information qui est fiable, une éducation, accès à l'éducation, l'information et la liberté de vous exprimer, si vous n'avez pas ces libertés-là, toutes les autres sont compromises. Parce que le jour où, en tant que citoyen, vous allez mettre votre bulletin dans une urne, vous allez participer à une décision, vous allez dans une entreprise vous-même participer à des décisions, ou dans votre quartier, si c'est sur la base d'informations qui sont fausses, si c'est sur la base d'un point de vue que vous n'avez qui n'est que partiel, parce qu'en réalité, vous ne connaissez pas le fond de l'affaire, le fond des éléments, etc., toutes les décisions que vous allez prendre qui concernent nos autres libertés, de circuler, de s'aimer, de voyager, de toutes les libertés qu'on peut, de se nourrir sainement, de vivre,
toutes les décisions que vous allez prendre sont en fait erronées. Vous n'êtes pas libre, vous pensez être libre, mais vous n'êtes pas libre. Et donc, il faut revenir à ce principe de base. C'est absolument fondamental de forger un esprit critique. Et le but de travailler sur la liberté d'expression, c'est pas de forger des opinions. Au contraire, c'est d'apprendre aux gens à se forger leurs propres opinions. S'éduquer aux images. Fin du 3e épisode de la collection de podcasts originaux produite par le Fonds du 11 janvier, Esprit Critique et Tula. Merci à l'association Le Bal et à Cartooning for Peace, ainsi qu'aux professeurs du collège Henri Bergson à Paris et au groupe scolaire Saint-Joseph de la Salle à Auxerre pour nous avoir ouvert les portes et permis d'affûter ensemble notre esprit critique. Remerciements aussi à Léa Neuville, photographe, et à Mikaya, dessinateur, pour nous avoir fait partager leur engagement auprès des élèves. Cette collection de 7 podcasts originaux est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Direction éditoriale Anne Lescaut, habillage sonore OH, montage et mixage Benoît Artaud, au micro Alexandre Hérault. Cette collection Esprit Critique et Tula est hébergée sur Aosha et à retrouver sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts. N'hésitez pas à la partager et à liker, ainsi qu'à lui attribuer plein de petites étoiles sur Apple Podcast par exemple. À bientôt pour une nouvelle plongée autour de la planète associative soutenue par le Fonds du 11 janvier. Retrouvez-nous pour le prochain épisode consacré à la laïcité et aux faits religieux le 11 du mois prochain.